Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition du vendredi de Smartex et votre dose quotidienne d'innovation et de réflexion sur le numérique. Alors, le vendredi, c'est un jour un peu particulier puisqu'on va découvrir, on va prendre le temps de découvrir plus en profondeur une activité à travers une des personnalités qui l'incarne. Aujourd'hui, il s'agit de la responsable du développement France, d'un des leaders mondiaux du commerce. Alors, ce n'est pas tout à fait un concurrent d'Amazon, mais en tout cas, s'ils s'affrontent, c'est plutôt sur leur vision du commerce en ligne. On ira voir donc dans les coulisses de ce qui se prépare pour le commerce de demain, après une année 2020 très particulière. Et ça, ce sera donc dans la grande interview d'Émilie Benoît-Vernet, responsable développement France de Shopify. Mais avant, nous allons débriefer quelques actualités qui nous ont fait réagir, voire bondir, avec Tariq Krim, qui est un entrepreneur français emblématique du web. Et puis, en fin d'émission, on retrouvera notre rendez-vous dans l'espace. Il sera dédié aujourd'hui à un nouveau voyage vers Vénus. Mais tout de suite, donc, place au débrief. Avec moi pour commenter l'actu, Tariq Krim, bonjour. Je précise que tu es fondateur de NetVibes, de Jolly Cloud et de Polite. Et donc ensemble, on va commenter notamment la tribune qui a été publiée dans Le Monde, une tribune sur la souveraineté. Ce sont des développeurs et des professionnels du logiciel du cloud qui s'alarment de cette incapacité des pouvoirs publics à faire confiance aux jeunes entreprises de la tech française. Ils s'alarment aussi d'une préférence aux GAFAM. Est-ce que déjà vous connaissez les signataires de cette tribune ? J'en connais certains. Alors on va citer leurs noms. Lisa Casino, élève ingénieur INSA Rouen. Cédric Leninivin, ingénieur télécom Paris 2012, développeur CibJS chez Nexedi. Florimond Monca, ingénieur centralien développeur open source. Et Johan Prigent, vice-président User Experience développeur chez Scaleway. On voit que derrière, on connaît les entreprises, Scaleway, Nexedi, que je reçois d'ailleurs régulièrement dans Smartex. Pourquoi ce ne sont pas les têtes d'affiche, je dirais, les patrons de ces entreprises qui ont signé, mais plutôt les jeunes développeurs ? Déjà, tout d'abord, j'étais absolument d'accord avec cette tribune. Je trouve que c'est très bien. Je crois que, en fait, la question qui est posée par cette génération, qui n'est pas différente de la question qu'on posait, j'avais fait une mission pour Fleur Pellerin sur les développeurs il y a 10 ans. Ouais. C'était la même question. C'est finalement, est-ce que l'on vit dans un futur numérique que l'on invente ? Ou est-ce qu'on vit dans le futur numérique inventé par quelqu'un d'autre ? Et c'est vrai pour le cloud, mais c'est vrai aussi pour les services consumer, pour quasiment tout ce qui va être numérique. Et la France, à la différence, et peut-être sa singularité, a d'excellentes écoles d'ingénieurs. Là, je travaille encore à nouveau avec de jeunes développeurs et c'est incroyable de voir le niveau de maturité, de compétences, de sérieux. Et d'une certaine manière, on avait fait une émission d'ailleurs sur le génie du logiciel français. Absolument, ce qui n'est pas du tout... qui fait que d'ailleurs toutes les grandes plateformes utilisent ces ingénieurs. Et donc la question qui se pose, c'est si on a toutes ces écoles, si on a tous ces développeurs, est-ce qu'on les utilise pour construire l'avenir ou est-ce qu'on décide finalement qu'on n'a pas confiance en eux ? Et ça, c'est un vrai sujet, cette question de la confiance. Et finalement, on délègue à d'autres acteurs qui semblent... Ce qu'il dit, c'est on ne veut pas devenir des prestataires de services. Voilà, on veut créer véritablement notre futur. Si je pose la question de pourquoi c'est plutôt cette jeune génération qu'on a laissé signer, c'est parce que c'est une inquiétude, non pas sur le présent, mais sur l'avenir. Pourquoi il n'y a pas un engagement davantage large ? Pourquoi, par exemple, Tariq Krim n'a pas signé la tribune ? Moi, je crois que je l'aurais signé. Je crois que Mais je trouve très intéressant, au contraire, que cette jeune génération, parce que souvent on nous dit, vous êtes l'ancienne génération, vous n'avez pas compris, maintenant le cloud, c'est des choses nouvelles. Et cette nouvelle génération, en fait, qui s'inscrit qui arrive sur le marché du travail, ou qui est déjà sur le marché du travail, est en train d'expliquer à ce gouvernement que, d'une certaine manière, on peut utiliser leur talent et qu'on n'est pas obligé d'utiliser le talent d'autres entreprises, notamment sur des domaines qui sont très importants, comme celui de l'État, et celui de la confiance dans l'État. Alors moi, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'il y a une pilule qui n'est pas passée, une pilule bleue, si je peux me permettre le jeu de mots. Donc il y a ce label Cloud de confiance qui a été lancé par le gouvernement. Et la jeune génération donc, de développeurs nous dit, voilà, c'est en fait une façon d'ouvrir les marchés publics plus facilement à ceux qui détiennent des licences déjà puissantes, donc aux GAFAM, aux Américains. Et cette alliance bleue, selon eux, a été annoncée un peu rapidement. Donc, on rappelle que c'est une alliance entre Capgemini, Orange, avec des technologies de Microsoft. Il pose problème, selon vous, Tariq Krim, ce label Cloud de confiance ?
Oui, je pense qu'il y a... En même temps, on peut se réjouir, se dire finalement, la France impose ses règles. C'est ça aussi, affirmer sa souveraineté. Disons que là, on a... quelqu'un le disait, et je pense qu'il avait raison, que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est exprimé comme si c'était un DSI. C'est-à-dire que finalement, on a un problème, effectivement, problème d'extraterritorialité des données, problème de surdomination des grands acteurs, les GAM, donc Google, Amazon et Microsoft. Et donc, on va répondre à ça par un simple tour de passe-passe juridique. On construit donc une forme de souveraineté sous licence. Mais la réalité, c'est que la souveraineté sous licence n'est pas la souveraineté pleine et entière, et qu'on aurait dû d'abord, quand on est ministre de l'économie, réunir autour de la table l'ensemble des acteurs et leur dire, voilà, dans les 2-3 ans qui viennent, on veut avoir un ensemble d'acteurs leaders. On a des acteurs leaders dans l'hébergement, dans plein de domaines, comme OVH notamment. Il y a aussi Scaleway, Clever Cloud, etc. Enfin, la liste est longue, Plateforme SH, RapidShare avec voilà, Jean-Paul Smets. absolument. Aussi donc, souvent, on a énormément d'acteurs qui sont présents, énormément de développeurs. Et effectivement, on a choisi la solution de facilité, une forme de paresse intellectuelle. Et donc, c'est ce qui crée cette position schizophrène, selon les signataires de cette tribune, sur la stratégie de la souveraineté numérique. D'un côté, on veut affirmer une souveraineté, mais de l'autre, finalement, on ouvre les portes en grand aux acteurs américains, parce que, en fait, ce qui ne marche pas, si on rentre plus dans le détail, c'est la lourdeur imposée par la labellisation cloud de confiance et le délai de migration de 12 mois. Et là, aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est qu'en France, on n'est pas capable d'aller aussi vite sur le cloud? Je crois qu'il y a eu plusieurs annonces et l'une des plus choquantes, finalement, a été cette création de labels qui, d'une certaine manière, a exclu les acteurs existants. Donc, jusqu'à maintenant... Et pourquoi ça les exclut? Parce qu'il faut maintenant passer par les fourches codines de ce label de confiance. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Ça favorise les plus puissants. Ça favorise les plus puissants. Ça favorise des gens qui sont déjà fléchés, parce qu'il faut voir quand même... Moi, ce qui m'a aussi quand même étonné, c'est de voir le ministre du Numérique expliquer dans le communiqué de presse qu'il espérait que l'ensemble des acteurs français allaient travailler avec Microsoft. Donc, son devoir de neutralité par rapport à ce marché a été, à mon avis, cassé. D'autre part, mettre des acteurs autour de la table. On se rappelle de Quero, du président européen qui signe un papier. Nous allons créer un compétiteur de Google qui n'a évidemment jamais vu le jour. Donc, il y a une différence entre les gens qui sont dans l'action, les acteurs locaux, et les gens qui sont dans une forme d'idéologie qui consiste à dire que tout ce qui est fait aux États-Unis ou en Chine désormais, puisqu'on utilise aussi des acteurs chinois, vous avez vu que Quant désormais passe sous pavillon chinois, sont meilleurs que ce que l'on sait. En tout cas, de la Chine. Bon, que ces acteurs, en fait, sont meilleurs que ce que nous savons faire. Et donc, on ne se poserait pas la question dans l'automobile, on ne se poserait pas la question dans la défense, on ne se poserait pas la question dans l'agriculture, mais pour une raison qui nous échappe, dans le numérique, on est toujours moins bien que les autres. Et ça, c'est un vrai scandale. Alors, les signataires demandent un plan de développement et de déploiement du cloud à base de technologies libres, avec une préférence européenne, avec des objectifs et des points d'étape clairs. Est-ce que c'est ça qui manque aujourd'hui, Tariq Krim? Est-ce qu'il manque encore autre chose? C'est drôle parce que j'ai revu la mission que j'avais faite pour Fleur Perrin il y a une dizaine d'années, et une des choses dont on parlait, c'était cette feuille de route technologique. C'est de se dire qu'il fallait un CTO, donc un Chief Technology Officer, une personne qui soit capable de dire voilà l'ensemble des technologies, comme on en a un chez Google, chez Apple, dans toutes les grandes entreprises, mais aussi aux États-Unis. Voilà les technologies sur lesquelles on va travailler, voilà notre feuille de route, aligner l'ensemble de l'industrie autour de ça, et les faire travailler ensemble. Ça, c'est un travail qui est évidemment pas facile, mais en même temps, faire de la politique, c'est pas facile. C'est faire ce qui est dur, c'est pas faire ce qui est simple. Faire ce qui est simple, c'est de dire on va licencier à quelqu'un d'autre et puis on se pose plus la question. Il y a aussi la question du timing, quand même, à 10 mois des élections présidentielles, alors que tout le monde, sur les questions de souveraineté alimentaire, de souveraineté technologique, est à cran, a compris qu'il y a des enjeux énormes. On sort ça, je pense que c'est ni fait ni à faire. Donc il y a un vrai sujet. C'est d'abord la question de savoir quels sont les acteurs que l'on veut soutenir, parce qu'il faut faire des choix. On parlait du cloud souverain en France, mais il faut savoir que les marchés publics aux États-Unis ne sont pas accessibles aux entreprises françaises. Je ne parle même pas des marchés chinois, ça serait de la science-fiction. Donc la question, c'est de penser les choses dans une forme d'équilibre géopolitique et de comprendre aussi que la priorité de ce gouvernement, c'est de soutenir ces industries locales.
Bon, et on continuera à en débattre dans Smart Tech. On enchaîne avec le reste de l'actualité. Grosse conférence Microsoft avec l'annonce d'un nouveau Windows, un Windows 11. Tariq Rim, vous êtes à l'origine de Jolly Cloud, qui est une nouvelle façon de penser le logiciel dans le cloud. Qu'est-ce que ça vous avait évoqué quand vous avez vu l'annonce de Microsoft? Vous avez dit, bon, un Windows de plus, alors que Windows 10 devait plus ou moins être le dernier d'ailleurs. En fait, ce qui est drôle, c'est que avec Jolly Cloud, c'était 2 ans avant le Chromebook, on avait cette idée de se dire que finalement l'informatique va être déportée sur le cloud. Oui. L'ordinateur ne coûtera plus rien, ce sera juste un navigateur, et l'ensemble du computing power, comme on dit, la puissance de calcul serait déportée sur le cloud. Mais face à ça, il y a une autre question, c'est si on vend des produits, on le voit avec nos téléphones mobiles, on est obligé, pour vendre des produits chers, de mettre énormément de puissance, énormément de mémoire, énormément de capacité. Et d'une certaine manière, on a cette espèce d'équation un peu difficile qui est de se dire, est-ce que l'on met le paquet sur le cloud, et donc on va dans les applications software as a service, ou est-ce qu'on met le paquet sur les ordinateurs? Et dans ce cas-là, on met beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de choses. Et donc, quand on sort des terminaux légers, c'est-à-dire c'est un problème économique, en fait. C'est un problème économique, c'est-à-dire que Windows 11, qui va en plus s'appuyer sur des architectures assez mastoc, puisque maintenant ils vont mettre de la sécurité, il faut travailler sur les dernières générations d'ordinateurs. Oui, qui se pose un vrai problème, parce qu'on n'est même pas sûr que les tout derniers PC vendus aujourd'hui pourront supporter la migration Windows 11. Mais en fait, c'est une sorte de cadeau qui est fait à l'industrie de l'informatique du PC classique, c'est de vous dire, vous avez une continuité logicielle qui permet de justifier l'achat de machines plus puissantes. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est ça qui est fascinant avec Microsoft, c'est que désormais le cloud est leur principale source de revenus. Donc Windows n'est plus aussi dominant qu'il l'était il y a 10 ans. Et d'une certaine manière, ils auraient dû se dire, on bascule totalement dans le cloud. Tout le monde pensait qu'ils allaient faire comme Google avec Chrome OS, dispatcher absolument tout sur le cloud et avoir des terminaux mobiles légers, donc peu chers. Mais finalement, Windows 11, c'est un peu un retour vers le passé, des ordinateurs chers, où il faut installer des logiciels. Voilà, on reste dans la continuité, c'est le changement dans la continuité. Bon, j'espère que nous recevrons rapidement Microsoft en plateau pour pouvoir en débattre. Autre actu, eh bien, c'est l'enterrement de la Hadopi. Alors, ce n'est pas véritablement un enterrement, puisque finalement, la Hadopi va renaître à travers l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est une fusion avec le CSA qui a été adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre d'un projet de loi sur la régulation et l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Il y a encore quelques étapes à passer, commission mixte paritaire, normalement tout sera finalisé d'ici l'été. Qu'est-ce que vous pensez de ça, la renaissance de la Hadopi, finalement, cette mort qui n'en finit pas d'arriver? Oui, l'Hadopi qui a été inventée dans un contexte qui n'existe plus vraiment, puisque désormais... C'était le contexte du téléchargement. Pour moi, la Hadopi a toujours été hors sujet. Bon, j'ai, à titre personnel, été toujours opposé à ce genre de choses. Mais le vrai sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, nos acteurs culturels, que ce soit ou des distributeurs de contenu culturel, que ce soit Canal+, OCS, sont aujourd'hui attaqués de toutes parts par les grandes plateformes. Et la question du financement et des équilibres de financement de la culture sont très importants. Curieusement, je suis moins hostile à la copie privée dès lors que l'on dit la copie privée sert à financer les festivals, sert à financer la culture dans le monde réel. Dans ce cas-là, c'est acceptable. Si on ne le dit pas et que ça reste opaque, ça l'est beaucoup moins. Donc la vraie question, c'est de savoir comment on continue à avoir des équilibres de financement de la culture. La chasse aux pirates n'a rien donné pendant 10 ans. Tous ces services ne servent pas vraiment à grand-chose. Mais ce que je vois et ce qui m'inquiète un peu, c'est que cette fusion annonce que le CSA souhaite désormais se positionner sur la régulation Internet, sur la régulation des réseaux sociaux. L'un des derniers acteurs, enfin un des derniers membres, qui est Benoît Loutrel, qui était précédemment chez Google et à l'ARCEP, s'est positionné aussi dans la fameuse mission Facebook pour réguler les réseaux sociaux. Donc on sent qu'entre la CNIL, entre l'ARCEP, entre désormais cette nouvelle entité qui va regrouper l'Hadopi et le CSA, tout le monde essaye de dire c'est moi qui vais réguler l'Internet, mais on oublie la question principale, c'est comment stimuler les industries culturelles et comment être certain que les industries culturelles dans le monde numérique qui vient
en France soit encore financé. Et puis on ne peut pas comparer Internet, par exemple, aux médias télévisuels. Bon, ça reste un espace ouvert, a priori, on espère en tout cas que ça le restera en Espérons-le. France. Il faut préciser quand même que l'Hadopi, peut-être que ça c'est une piste intéressante, a décidé, enfin l'Hadopi, donc à travers l'Arcom, de plutôt mettre l'accent sur les sites de diffusion de contenu pirate, d'ailleurs plutôt sur les diffusions d'événements sportifs, hein, sans doute les matchs de foot. Mais ça n'enlèvera pas cette réponse graduée, donc elle continuera à subsister. Voilà. Alors, donc pas trop de changements finalement. Merci beaucoup Tariq Krim. On devait avoir un deuxième débriefeur pour aller plus en profondeur sur Windows 11. On le fera un autre jour dans Smart Tech, c'est promis. Merci Tariq Krim, donc entrepreneur, fondateur de Polite. Et je vous donne rendez-vous juste après la pause pour la grande interview d'Émilie. Benoît Vernet, je vais dire Parnet. Benoît Vernet de Shopify. On va parler du futur du e-commerce. Et vous êtes de retour sur Smart Tech. C'est le moment de démarrer notre grande interview, une grande interview e-commerce, puisque nous recevons aujourd'hui Émilie Benoît Vernet, qui est la responsable de développement France de Shopify, l'un des leaders mondiaux du e-commerce. Bonjour Émilie, vous êtes connectée avec nous en visio, puisque vous êtes partie vous exiler en Rhône-Alpes. C'est la bascule 100% télétravail chez Spotify, c'est ça ? Oui, Shopify. Bonjour Delphine, merci de me recevoir ce matin. Je suis ravie d'être là. Effectivement, comme vous le voyez, mon décor n'est plus Paris depuis une semaine puisque je me suis installée à la campagne en Rhône-Alpes pour un petit peu profiter de cette liberté et flexibilité du travail qu'offre Shopify depuis cette année. Donc, Digital by Design, un concept qui permet aux employés de travailler d'où ils veulent et qui nous permet aussi de recruter des talents là où ils se trouvent, sans critères géographiques. Et donc, pour promouvoir plus de diversité. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de locaux physiques pour Shopify ? Non, chacun travaille de chez lui. Voilà, ça correspond un petit peu à notre idée aussi de pouvoir promouvoir plus de diversité en allant à la rencontre vraiment des talents, peu importe là où ils se trouvent. La pandémie a été un catalyseur de cette transformation, comme vous pouvez l'imaginer. Oui, c'est vrai que ça va être un enjeu phénoménal sur les RH, les nouvelles méthodes de recrutement globales finalement à travers le monde. Alors, si vous êtes là, Émilie Benoît Vernet, ce n'est pas pour nous parler de télétravail, mais plutôt de Shopify. Alors, je vais juste préciser, je dis que c'est un des leaders du e-commerce, mais il faut quand même expliquer un peu votre activité. C'est une plateforme de service qui permet donc de lancer son activité, mais aussi de l'optimiser, son activité de vente sur Internet. Aujourd'hui, Shopify, c'est plus de 7000 employés et vous hébergez 1 700 000 entreprises dans 175 pays. Donc voilà, ça c'est pour poser le décor. Je disais aussi que vous êtes un des leaders mondiaux du e-commerce, pas forcément un concurrent d'Amazon. C'est une vision différente en fait de faire du commerce. Comment vous vous positionnez parmi ces leaders du commerce mondial ? Oui, très bonne question. Donc, Shopify, c'est une société de technologie. C'est une plateforme technologique canadienne qui existe depuis 15 ans, qui a été créée par un entrepreneur qui souhaitait lui-même vendre en ligne des snowboards, à vrai dire, ce qui fonctionne bien au Canada, et qui s'est rendu compte qu'il n'existait pas vraiment d'outils qui permettaient à un entrepreneur de vendre en ligne de façon simple et efficace. Donc, étant développeur lui-même, il a codé cette plateforme Shopify. Shopify, c'est, en 2 mots, une sorte de back-office, une infrastructure commerciale qui permet à un entrepreneur de vendre en toute indépendance en ligne. Il va pouvoir créer sa boutique, gérer ses campagnes de marketing, piloter son catalogue produit, interagir avec ses clients et vendre en direct, soit sur son propre site, soit sur d'autres canaux comme les marketplaces. Alors c'est ça, donc c'est pas une marketplace. Donc c'est là où vous êtes sur un positionnement différent d'Amazon, c'est que vous pensez que la vente, ça peut passer par la marketplace, mais ça doit passer aussi par la vente en direct. Oui, puisque la vente en direct, c'est ce qui permet au commerçant, à l'entrepreneur, de promouvoir son image, sa marque, son ADN, d'interagir avec ses clients, d'avoir une connaissance de qui sont ses clients. C'est ce qui lui offre aussi toute la flexibilité dans sa politique commerciale. Il n'est soumis à aucune autre force en présence, donc c'est vraiment la garantie de son indépendance. Ensuite, il va pouvoir aller s'appuyer sur d'autres canaux,
Vous mentionnez les marketplaces, mais il peut aussi y avoir la vente sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir également, évidemment, la vente en physique. Nous, on pense que le commerçant doit aller à la rencontre de ses clients là où il soit. Donc, physique, marketplace, vente en direct. C'est différentes audiences qui ont différentes attentes à différents moments de leur projet de consommation, je dirais. Alors, vous avez parlé de l'histoire, de l'historique de Shopify fondé en 2006, mais en France, Shopify, c'est beaucoup plus récent. C'est fin 2018, une équipe vraiment dédiée à la France? Oui, exactement. Dans les années 2018, 2017-2018, Shopify a commencé à être plus proactif dans son expansion internationale, même si la solution technologique, comme elle est hébergée et disponible sur Internet, était déjà utilisée à l'international. En 2018, on a fédéré une équipe dédiée au marché français qui s'est vraiment attachée à faire en sorte que Shopify réponde aux attentes des e-commerce en français, notamment les attentes fonctionnelles. Pour être très clair, par exemple, en France, un e-commerçant, il a besoin de pouvoir s'interfacer avec Colissimo, par exemple. Eh bien, nous avons ajouté une application Colissimo dans l'App Store de Shopify en travaillant avec La Poste notamment. D'accord. Parce que c'est intéressant, parce que comme vous avez travaillé vous-même aux États-Unis, à Hong Kong, à Londres, et aujourd'hui en France, il y a des vraies différences sur la manière de faire du commerce, même si on est sur un marché global et qu'on parle de e-commerce mondial. Oui, tout à fait. Il y a à la fois des différences sur l'écosystème local qui est utilisé par des entrepreneurs qui a besoin d'être interfacé avec les outils commerce. Et il y a aussi des habitudes ou des tendances un petit peu différentes. On voit qu'en Asie, tout ce qui est le live shopping, c'est quelque chose qui a vraiment qui a quelques temps d'avance sur nous. On va voir aussi, ça c'est plutôt mondial, mais l'extension du social commerce, donc la possibilité d'interfacer son activité commerce avec les réseaux sociaux. Je pense que chaque zone a un peu ses tendances et chacune regarde l'autre pour prendre le meilleur. Et alors, c'est quoi la tendance française? On peut peut-être déjà voir ce qui s'est passé quand même en 2020, parce qu'il y a eu une grosse accélération nécessaire, vitale presque, du e-commerce en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé depuis et à quoi ressemble aujourd'hui ce paysage français du commerce? Eh bien, en fait, clairement, 2020, ça a été pour l'e-commerce, ça a été une accélération. Je pense qu'on peut le dire clairement. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'e-commerce qui pouvait être perçu comme un prédateur un petit peu de l'activité physique est devenu une opportunité dans le cadre des confinements pour les commerçants physiques qui ne pouvaient plus maintenir d'activité. Donc il y a eu une accélération de toute cette nouvelle typologie, ces néo-e-commerçants qui se sont saisis d'outils comme Shopify, justement accessibles, simples d'utilisation, sans prérequis techniques, pour maintenir un sursaut d'activité. Nous, c'est quelque chose qu'on a largement accompagné par des mesures comme étendre Shopify, l'essai gratuit à 3 mois sans engagement, mettre en place un module de carte cadeau. Pour ceux qui ne voulaient pas se mettre direct dans une vente de tout leur catalogue, ils pouvaient vendre des cartes cadeaux. Par exemple, une boutique vendait des cartes cadeaux pour que ses clients fidèles l'accompagnent pendant cette période difficile et viennent ensuite utiliser les bons cadeaux à la réouverture. Mettre en place des dispositifs de livraison locale, click and collect, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui se sont un petit peu précipitées et qui sont là pour durer. Alors quand même, en chiffres, moi j'ai noté nombre de créations de nouvelles boutiques qui a augmenté de 61% par rapport à 2019 et le nombre de consommateurs qui ont effectué un achat pour la première fois chez un commerçant Shopify, on va dire, a augmenté de 97% en France. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Oui, et la plupart, les consommateurs ne savent pas forcément qu'ils achètent sur un site qui utilise Shopify comme technologie, et ça nous va très bien, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment le consommateur il soit dans sa relation avec la marque en direct. Donc, Et alors justement, pour rentrer encore plus en profondeur sur la compréhension des mécanismes de Shopify, c'est quoi l'écosystème de Shopify? Vos clients directs, finalement, ne sont pas les consommateurs finaux, ce sont les entrepreneurs, les commerçants. Vous avez aussi besoin de partenaires, puisqu'on vous retrouve, vous l'avez dit, sur des plateformes de réseaux sociaux. On a parlé de vous, par exemple, lors d'un débat sur les nouveaux entrepreneurs sur Instagram. Vous êtes en discussion avec Google. Expliquez-nous quel est l'écosystème d'une plateforme qui gère comme ça le e-commerce mondial.
Eh bien, écoutez, il y a à la fois un réseau de partenaires qui sont vraiment dans, on va dire, des partenaires, ce qu'on appelle les Shopify partenaires, dont on a fait un événement pour eux justement cette semaine, donc c'est tout frais dans ma tête. Il y a à la fois les partenaires agences, ceux qui accompagnent les marchands, les freelances dans le développement de leur site, si un marchand souhaite se tourner vers une aide extérieure. Ensuite, il y a les partenaires qui développent des applications. En plus de la plateforme Shopify, il y a un App Store avec 6000 applications dont on a annoncé cette semaine qu'on supprimait la commission pour les développeurs qui mettent leur app sur l'App Store. Et ensuite, comme vous le dites, il y a l'écosystème plus large des partenaires solutions. Donc, on va trouver les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui le canal de visibilité premier des marques sur Internet. 54% des jeunes consommateurs découvrent les marques via les réseaux sociaux. Donc, c'est essentiel de pouvoir permettre à l'entrepreneur commerce de se connecter avec ces carrefours d'audience, ces carrefours de visibilité via des partenariats comme le partenariat TikTok, Instagram, Facebook, où l'entrepreneur peut lancer des campagnes publicitaires depuis Shopify sur ses réseaux pour promouvoir ses produits. Idem pour Google, le partenariat qui permet de donner de la visibilité à l'entrepreneur commerce sur les différents points de contact de Google, Google Maps, Google Search, etc. Parce que vous avez besoin d'un accord de Google ou d'Instagram pour que les commerçants puissent utiliser votre plateforme. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Parce qu'ils ont déjà des API, des applications qui permettent de travailler avec eux de l'extérieur. À quoi consistent ces partenariats? Alors, ces partenariats consistent dans le fait que ceci est intégré dans le back-office commerce de Shopify. Donc, c'est vraiment ce sens de Shopify et l'infrastructure commerciale de l'entrepreneur. Il va pouvoir très simplement et de manière fluide diffuser son catalogue produit, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Il faut pouvoir pousser ses flux produits, pousser ses flux, ses campagnes, tout son ADN un petit peu de marque sur ses canaux de visibilité. Donc, c'est en ce sens qu'il y a ces partenariats. Et effectivement, ce sont des partenariats stratégiques pour promouvoir le commerce de demain en mettant autour de la table tous les acteurs essentiels, l'infrastructure commerciale, tous les dispositifs de visibilité, tous les dispositifs marketing et publicitaires. Et ils sont exclusifs, ces partenariats? Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'ils sont exclusifs, ces partenariats? Non, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est proposer l'ensemble des opportunités aux entrepreneurs. Donc effectivement, selon sa typologie de marque, ça va être plus pertinent d'aller rencontrer de nouveaux clients sur TikTok ou alors sur Pinterest ou alors sur Facebook ou Instagram. Ah non, je pensais Nous, à on veut l'inverse. maximiser les... Oui. Émilie Benoît-Vernet, je pensais à l'inverse, hein. Est-ce que sur Instagram, vous négociez d'avoir l'exclusivité comme plateforme d'aide à l'optimisation des boutiques qui sont présentes? Non, les boutiques sont chez nous et on permet aux personnes de diffuser leur publicité sur les réseaux sociaux. Donc en ce sens, il n'y a pas d'exclusivité. D'accord. Il y a aussi, donc vous l'avez évoqué, hein, tout ce travail que vous faites autour des développeurs. Vous voulez davantage attirer des développeurs. Quel est l'objectif? Parce que vous êtes en train de construire le commerce de demain et vous voulez faire avec l'ensemble d'une communauté pour inventer quoi? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait en matière d'expérience d'achat? Alors justement, oui, en supprimant cette commission sur l'App Store, on réinjecte beaucoup de revenus dans les mains des développeurs parce qu'on est vraiment persuadé que ce sont eux qui vont coder le futur de demain. Ça leur donnera la possibilité de développer toujours plus de modules et d'applications permettant de la flexibilité, de la personnalisation et aussi des fonctionnalités marketing ou autres qui peuvent exister. En effet, la personnalisation, c'est important dans le commerce, à notre sens, parce que le commerce de demain, il faut qu'il soit créatif, varié, il faut qu'il y ait de la diversité. Donc, en permettant ces dispositifs de personnalisation, c'est pour prévenir d'un e-commerce de demain qui serait vraiment très uniforme. On veut que les marques, elles existent dans toute leur indépendance et toute leur singularité, je dirais. Donc, en permettant à la technologie de devenir de plus en plus agile et personnalisable, c'est ce qu'on cherche à faire. Et on souhaite s'inscrire sur le long terme sur ce futur du commerce avec les développeurs à nos côtés. Ça veut dire quoi un e-commerce plus personnalisé? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'expérience d'achat, il faut que un petit peu l'ADN de l'entrepreneur, l'ADN de la marque soit présent, que si on veuille proposer une expérience différenciante à son consommateur, à sa communauté, on puisse le faire via
sa boutique en ligne. Ça peut être des expériences immersives avec des choses comme la 3D, la réalité augmentée, ça peut être des dispositifs de personnalisation lors de la navigation sur le site en fonction de ce que vous avez, les produits que vous avez aimés, peut vous en suggérer d'autres. Ça peut être toutes ces fonctionnalités-là. Que chaque personne puisse partir d'une page blanche et vraiment créer son univers de marque comme il l'entend. Et aussi, j'imagine, préparer cette après-cookies, hein, même si Google a annoncé qu'il allait retarder cette modification de la façon dont on peut tracer les internautes demain sur ces outils. Il y a aussi tout ce travail autour des outils d'intelligence artificielle qui vont permettre de mieux connaître les cohortes d'utilisateurs ou l'utilisateur lui-même demain. Oui, tout à fait. Et vous savez, toute cette place pour plus de créativité, de diversité, c'est aussi important pour nous parce que Shopify adresse un panel de marchands et d'entrepreneurs vaste, que ce soit du créateur d'entreprise ou du designer qui souhaite vendre ses produits en ligne. Je pense à une jeune marque française qui fait du linge de maison inspiré du tissu wax africain qui s'appelle Ayele Fleury, jusqu'à des marques un petit peu, les nouvelles marques digital natives comme on les appelle, Respire, de Justine Hutto qui promet des cosmétiques saines, jusqu'à ce qu'on appelle les grandes marques, en tout cas les marques qui ont pignon dans tous les centres-villes de France, Koukaï, Le Tanner, Palladium, tout cela sont des utilisateurs de Shopify. Idem pour Decathlon, qui a lancé récemment un site de produits reconditionnés, Decathlon Seconde Vie, qu'il a sorti en 4 semaines avec Shopify. Et le business model de Shopify, il a évolué là, depuis cette année 2020 très particulière? Le business model, dans quel sens? Nous, on est par abonnement. Donc, en fonction de son degré de maturité, on va trouver l'abonnement qui correspond à son besoin fonctionnel, je dirais. Dans quel sens? Alors, je précise ma question. Comme 2020 était une année où il était essentiel pour les commerçants de trouver de nouveaux canaux de communication avec leurs acheteurs potentiels, mais qu'en même temps, les revenus n'étaient pas au rendez-vous puisque les boutiques étaient fermées et donc le commerce physique était au point mort. Est-ce que vous avez dû mettre en place des nouveaux mécanismes parce que vos revenus viennent de ces commerçants? Oui, tout à fait. Disons que en 2020, nous, on s'est attaché à être vraiment en réaction à la pandémie et à se dire de quoi ont besoin les entrepreneurs commerce, de quoi ont besoin les commerçants. Donc, on a un petit peu pivoté notre roadmap, je dirais, pour lancer des dispositifs adaptés à la situation de crise, comme ce dont je vous parlais, le click and collect, la livraison à domicile, des modules pour les restaurants qui souhaiteraient vendre en ligne en click and collect ou en pick-up in store, comme on dit parfois. Aujourd'hui, on est dans une approche plus long terme où les investissements pour Shopify, on veut les construire sur plusieurs années. Donc, à l'aide de notre communauté de développeurs, en investissant énormément sur notre technologie, pour qu'elle puisse accompagner cette nouvelle infrastructure commerciale qui regroupe les canaux physiques, digitaux, vente en direct, vente marketplace, vente réseaux sociaux, etc. Alors, Émilie Benoît-Vernet, vous parlez de diversité sur le e-commerce. Il y a aussi la diversité dans l'entreprise de manière générale. Je sais que c'est un sujet que vous portez au sein de Shopify, mais pas seulement, puisque vous faites partie du club des femmes d'influence, mais aussi du comité stratégique de l'association Diversity Days. Comment vous avez aussi participé d'ailleurs à un atelier de réflexion organisé par le Conseil national du numérique sur cette question de l'insertion de l'ensemble des citoyens finalement dans l'économie de demain. Comment est-ce qu'on fait pour mener des actions concrètes? Alors, je pense, merci de le dire, c'est vraiment un engagement fort de ma part et c'est aussi en ce sens que vraiment je partage la vision de Shopify de démocratiser l'e-commerce, de permettre que l'entrepreneuriat soit une voie pour le plus grand nombre et pour promouvoir la diversité. Les actions concrètes qu'on peut avoir, c'est en s'appuyant sur des acteurs engagés et de terrain, comme l'association Diversity Days, qui mène des opérations avec Pôle emploi en région. Il y a eu Franche-Comté le mois dernier, Grand Est qui démarre en juillet, où on réunit des personnes qui sont soit éloignées de l'emploi, soit en projet de reconversion professionnelle, et on leur propose des ateliers pédagogiques concrets pour leur expliquer quelles sont les opportunités qui existent autour des métiers du numérique, parce que souvent,
ils peuvent se dire ou c'est peut-être pas pour moi, ou j'ai pas les bons codes, j'ai pas le bon parcours. Et nous, des exemples d'entrepreneurs qui se sont lancés grâce à des outils faciles à appréhender et qui ensuite ont eu des grands succès et se sont développés grâce à la vente en ligne, on en a énormément. Alors, on va terminer ce grand entretien par l'interview express. Émilie Benoît-Vernet, je vous pose une question, vous me répondez aussi rapidement que possible et de manière spontanée, naturelle. Oui. Vos peurs, Émilie? La voiture. Je n'aime pas du tout la voiture. Vos rêves? Voilà. Mon rêve, ce serait de peut-être avoir un projet d'expatriation en famille. Moi qui ai beaucoup vécu l'expatriation seule dans ma jeunesse, c'est quelque chose qui me ferait assez plaisir, oui. Est-ce que vous avez une idée fixe? Ranger, j'aime beaucoup ranger. Je suis assez maniaque. Et des interrogations? Non, plutôt des espoirs, c'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, les choses changent très vite. Je pense quand moi je passais mon bac, c'est la période du bac, et il y a une multitude d'outils qui n'existaient pas du tout, et je vois tout ce qui est apparu depuis. Donc, mes rêves, mes espoirs, c'est de voir un petit peu comment ça va évoluer. Quand mes enfants passeront leur bac, à quoi ça ressemblera, tout cet écosystème technologique. Ah bah, très bien, merci beaucoup Émilie Benoît-Vernet. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti pour votre grande interview. Je rappelle que vous êtes responsable du développement en France de Shopify. Alors à suivre, c'est le moment de notre rendez-vous avec l'espace, notre rendez-vous hebdomadaire. On va se projeter en 2030 avec un retour vers Vénus. Bonjour Cécilia, alors nous voilà partis pour Vénus. Oui, tout le monde veut retourner sur Vénus. Après l'émission Magellan lancée par la NASA dans les années 90 et puis Vénus Express pour l'ESA entre 2005 et 2014, les agences étatiques veulent retourner vers cette planète, vers l'étoile du Berger. Vous savez que Vénus, c'est notre étoile du Berger. Alors la NASA l'a annoncé il y a quelques semaines et l'ESA, la semaine dernière, Vénus est dans le viseur pour un retour d'ici environ 2030. Et pourquoi? Qu'est-ce que Vénus a de si attirant? Alors d'abord, je vous fais un recap rapide de la géographie spatiale. Vénus est à 41 millions de kilomètres de la Terre. Quand elle est au plus près, c'est plus proche que la distance Terre-Mars. C'est intéressant de se comparer parce qu'on parle tout le temps de Mars qui est à 55 millions de kilomètres. En fait, Vénus, c'est notre voisine la plus proche. Elle est entre Mercure et nous. Mercure, c'est la planète qui est le plus proche du Soleil. Et pourtant, elle n'a pas d'atmosphère. Et la Terre, vous le savez, on a une atmosphère qui est respirable pour l'homme. C'est là que ça nous intéresse d'étudier l'atmosphère de Vénus, qui pourtant est, on peut dire, une planète infernale. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi cette planète-là, qui a une atmosphère dense, toxique, n'a pas réussi à se transformer en une planète habitable pour l'homme alors qu'elle est juste à côté de nous. D'ailleurs, c'est la planète la plus chaude du système solaire, alors que ce n'est pas la plus près du Soleil. Il y a Mercure avant. Et puis, son enveloppe, ses nuages sont assez riches en acide sulfurique. Donc, beaucoup de détails comme ça qui nous disent « Mais pourquoi elle est si hostile à la vie ?» Mais si les regards se tournent maintenant, aujourd'hui, vers Vénus, c'est parce qu'il y a quelques mois, à peu près en septembre, il y a eu une très belle révélation scientifique. Des traces de phosphine ont été décelées dans l'atmosphère vénusienne. C'est un gaz rare sur Terre, très rare à l'état naturel, qui est hautement toxique. Alors quand on le retrouve de façon artificielle, c'est la plupart du temps en fait dans les insecticides. Mais si la présente là-haut, elle a agité le monde scientifique, c'est parce que le pH 3, cette phosphine-là, en général, c'est l'indicateur de la présence d'une forme de vie. Alors là, évidemment, tout le monde s'est emballé, mais il y a de la vie sur Vénus. Alors les scientifiques ont calmé très vite le jeu en disant non, a priori, c'est plus la preuve d'une anomalie chimique que la preuve d'une trace de vie, parce que le pH 3 seul ne suffit pas à prouver la présence d'une vie. Pas suffisant. Pourtant, quelques mois après, les deux plus grandes agences spatiales au monde ont décidé de retourner vers Vénus. Alors, quelles sont les missions en préparation ? Alors, du côté du programme Discovery, c'est le programme de la NASA. Il y a ce côté-là, les Américains et les Européens, je l'ai dit. On commence par les Américains. Le programme Discovery est composé de deux missions, DaVinci Plus et Veritas. Alors, DaVinci Plus devra mesurer la composition de l'atmosphère de Vénus et déterminer si la planète a un jour abrité un océan. Précisément, ce sera ni un rover ni une sonde, ce sera une sphère, vous le voyez sur l'image, qui va traverser l'atmosphère pour aller tomber littéralement sur Vénus. Et donc, elle va aller
analyser de cette composition-là. Et puis il y a Veritas, qui elle sera une sonde en orbite autour de Vénus et qui devra étudier la géologie de la planète et cartographier la planète en 3D. Ça, on a hâte d'avoir ces images-là, faire une véritable topographie. Elle confirmera si le processus de tectonique ou alors le volcanisme sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. C'est très intéressant d'avoir cette réponse-là parce que ça voudrait dire peut-être que des volcans actifs rejettent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et alors, du côté de l'Agence spatiale européenne ? Alors là, de ce côté-là, on a prévu d'envoyer Envision. C'est un orbiteur qui va tourner autour de Vénus et qui va là encore étudier globalement la planète, son noyau interne, sa composition, son atmosphère. Il aura pour ça un sondeur qui va étudier les couches souterraines, des spectromètres, en veux-tu en voilà, évidemment, pour étudier l'atmosphère et toujours chercher les différents gaz dont le phosphine, dont on a entendu parler, et mesurer l'activité volcanique. Et en plus, il y aura une expérience autour de Vénus pour connaître le champ de gravité de cette planète. Et quand est-ce qu'est prévue donc cette mission européenne ? Alors c'est la même temporalité que pour la mission américaine, pas avant 2031 a priori. Ce sera envoyé avec la fusée tant attendue Ariane 6 et il faudra environ 15 mois pour atteindre la planète, 6 mois une fois qu'on l'aura atteinte pour se placer correctement en orbite autour de Vénus. Les deux orbiteurs, donc l'américain et l'européen, ont des missions quasiment similaires. Oui, la question c'est vraiment d'avoir la cartographie la plus complète, surtout de l'atmosphère de cette planète Vénus. Alors, c'est vrai qu'ils sont similaires, mais les technologies seront assez différentes pour être complémentaires. Résultat, on aura un véritable trio d'engins qui vont apporter des éléments et des données aux scientifiques qui vont être inestimables pour les scientifiques de demain, c'est-à-dire pour la prochaine décennie, et qui vont alimenter pendant plusieurs années les scientifiques et la recherche scientifique autour de cette planète-là, de rares informations sur notre voisinage planétaire. Il s'agit de ça, Elisa l'a rappelé. C'est très intéressant aujourd'hui d'étudier notre système solaire dans sa globalité, alors qu'en même temps, on s'intéresse aux exoplanètes, aux systèmes voisins, on essaie de les comprendre, et pour les comprendre, il faut d'abord qu'on connaisse notre propre système, notre propre voisinage. Et encore une fois, c'est un chemin vers la réponse à la question presque métaphysique, j'allais dire la plus mystérieuse. La Terre abrite-t-elle la vie par hasard ? Merci beaucoup, Cécilia Sévrel. On a titré sur 2030, oui, mais ce sera le tout début. Ça démarrera vraiment en 2030. Exactement, ça démarrera en 2030, mais 16 mois après, a priori, on commencera à avoir les premières données. Donc, on a hâte, mais on a le temps. On a un peu de temps. Merci encore. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette nouvelle semaine dédiée à l'innovation et au monde du numérique. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ce débrief particulièrement engagé sur l'actualité et la grande interview sur le futur du e-commerce. Je vous souhaite un excellent week-end. Regardez juste après, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smart Tech. Et nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.